d'1 million d'Africains ont été déportés vers le sud de l'Europe du milieu du XVe siècle à la fin du XVIIe siècle. Ce qui fait quand même un chiffre important, puisqu'on estime que, selon les chiffres minimalistes il y a quelques décennies, c'était de dire qu'environ 10 millions d'Africains avaient été déportés en esclavage dans les Amériques, donc à partir du début du XVIe siècle, et d'autres historiens estimaient qu'il y avait au minimum 15 millions, sinon 25 millions d'Africains qui avaient été déportés en esclavage. Et bien sûr, avec des dizaines, sinon des centaines de millions de victimes, puisque une estimation moyenne était de dire que si 20 millions d'Africains avaient été déportés en esclavage dans les Amériques, 5 Africains étaient tués sur le continent africain pour un Africain déporté. Et donc pour 20 millions d'Africains déportés, il faut estimer à au moins 100 millions d'Africains morts sur le continent africain pendant cette période. Et donc la problématique de la résistance sur laquelle je travaille permet de mieux comprendre ce qui s'est passé et de sortir du discours qui faisait croire qu'il y avait des marchés de captifs ou d'esclaves sur les côtes africaines que les rois africains mettaient à la disposition des négriers européens qui venaient sur les côtes africaines. Et donc, dans l'écriture de cette histoire, on a occulté les ripostes africaines, les réactions africaines à ce qui s'est passé, à ces premiers contacts européens. Le professeur Kwame s'est déjà attardé justement sur ces premiers contacts dès le XVe siècle avec les Portugais. Il a abordé déjà un certain nombre de réactions sur le couloir qui a amené les Portugais depuis la Mauritanie, le Maroc, la Mauritanie, toute la Guinée-Sénégambie, jusqu'à la Côte de l'Or, qui est devenue le Ghana aujourd'hui. Et puis, je suis chargé de parler de la suite de ce couloir maritime et côtier qui continue du Ghana actuel, qui passe par le Togo-Bénin d'aujourd'hui, le Nigeria, mais qui se prolonge vers l'Afrique centrale. Les populations africaines ont réagi. Quels étaient les types de réactions et de ripostes? Les premiers Africains à avoir réagi à ces enlèvements, à ces kidnappings, ce sont les pêcheurs. Les pêcheurs des côtes, puisque c'était eux les premières victimes. Les premiers à avoir été attaqués, agressés, et puis des populations côtières, riveraines, justement. Alors, ils ne se sont pas laissés enlever, kidnapper. Ils ont réagi, ils se sont opposés. Ce n'étaient pas des hommes de guerre, ce n'étaient pas des militaires, c'était de simples pêcheurs ou des agriculteurs qui vivaient sur les côtes, mais ils ont riposté. On a les récits des chroniques portugaises qui en parlent largement, d'un certain nombre qui avaient été massacrés, d'autres qui avaient pu être vaincus et enlevés. Et donc, la première riposte des Africains est donc celle d'hommes et de femmes qui ne sont pas entraînés à la guerre et qui refusent, bien sûr, à ce qu'on les prenne, on les kidnappe, on les mette dans des navires vers des destinations inconnues. Ensuite, lorsque ces enlèvements vont se structurer et devenir massifs, nombreux, les réactions africaines aussi vont se structurer et être plus organisées. Ce ne sont plus de simples populations de pêcheurs ou paysannes qui vont riposter, mais des militaires, des armées entières. Alors, au Ghana, la Côte de l'Or, un des exemples à donner, c'est comment l'installation se fait. Lorsque, en 1472, parce que le professeur Kwame venait de parler de ce qui s'est passé en 1471 avec les attaques du roi Wolof Bessebiji et son armée qui ont détruit plusieurs caravelles portugaises, massacré les équipages qui étaient en train de kidnapper des populations. Et donc, à la suite de cela, il y a eu en fait, ce que je voulais dire, c'est que les Portugais, l'année suivante, sur la Côte de l'Or, se sont adressés au chef local du nom de Kwame Mensah pour ouvrir un fort, bâtir un fort. Et ce roi s'est d'abord opposé. Il a refusé cette proposition-là. Il a dit au commandant du bateau portugais qui lui avait fait la demande que les relations commerciales qui s'opéraient entre eux et les Portugais pouvaient continuer comme ça se faisait.
qu'ils n'avaient pas besoin de s'installer localement pour avoir et d'avoir une fortification. On peut dire qu'il se doutait de ce qui allait se passer parce que, au final, malgré son opposition et même l'opposition des populations de cette communauté-là, les Portugais finiront par installer un fort. Et le fort va symboliser, sur toute cette période-là, ces 4 siècles et demi de déportation de millions d'Africains, le système militaire qui va servir justement à installer cette déportation. Je vais donner un exemple pour revenir sur toujours le fort, ce qui va se passer ici, dans l'ancien espace béninois précolonial. Au XVIIe siècle, en 1670, les Hollandais s'adressent au roi d'Alada. Alors il faut rappeler que les royaumes qui étaient sur cette côte-là, il y avait l'un des premiers royaumes, c'est le royaume des Clois, que dans la littérature on dénommait les Popos, la capitale c'était Albanaquin. Il y avait ensuite le royaume de Sahel, et puis le royaume d'Alada. Djekin était considéré comme, pour certains comme un royaume, une chefferie. Et puis, bien sûr, plus tard, il va y avoir le royaume du Dahomey et le royaume de Khoboum. En 1670, les Hollandais s'adressent au roi Téziflon d'Alada pour lui demander la permission d'ouvrir un fort. Et je pense que la lecture de sa réponse nous permet de comprendre ce qui va se passer, ce qui s'est passé dans toute l'Afrique pendant cette période. Le roi Téziflon, je cite, étant fort importuné par les demandes des facteurs donc hollandais résidant dans ces terres, tendant à déterminer l'autorisation de construire une maison de pierre, donc une forteresse, leur répondit ainsi. Là, je cite le roi d'Alada. Vous voudrez sans doute construire d'abord une grande et solide maison de pierre. Mais après quelque temps, vous aurez le désir de l'entourer d'un solide mur de pierre. Après cela, vous la garnirez de quelques grands canons. Et ainsi, le temps passant, vous la rendrez si forte qu'avec toute ma puissance, je ne serai plus capable de vous faire partir, comme vous l'avez déjà fait à El-Mina au Ghana actuel, et autres endroits de la côte de l'Or où petit à petit, votre pays a soumis des nations entières et rendu leurs rois, vos tributaires et esclaves. Quand on lit cette citation du roi d'Aladin de 1670, on comprend tout. Et on comprend alors, même quand les archives ne nous permettent pas de savoir pourquoi quelques années plus tard, dans ce même royaume, les États européens qui cherchent à s'installer sur la côte vont les uns après les autres installer des fortifications, des factories, mais aussi des forts. Donc le port d'Alada sur la côte, c'était Djekin. Un peu plus tard, je reviens donc sur le Ghana pour dire que lorsque de plus en plus des captifs vont être déportés à travers les différents bateaux, différentes nationalités européennes vers les Amériques, il va y avoir une organisation, comme je le disais, aussi des populations. Et des captifs aussi vont se rébeller. Hilary Beckles, membre du comité scientifique international de la route de l'esclave, qui est vice-chancellor de l'Université de West Indies, dit dans un article qu'il a écrit dans l'ouvrage The Transatlantic Slave Trade, dirigé par le professeur James Kwesi Ankanda, que en 1727, il y a eu une révolte de 30 captifs sur la côte de l'Or qui se sont attaqués au fort hollandais du nom de Crèvecoeur. Ils ont affronté donc les soldats hollandais de ce fort et
sont parvenus à tuer le directeur du fort. Pour finir, sur la côte de la baie du Bénin, je voudrais rappeler l'exemple le plus important, parce qu'en fait, il faut rappeler ce qui s'est passé dès le départ, c'est-à-dire les réactions africaines. En 1513, ça veut dire 25 ans à peine après que Christophe Colomb ait foulé le sol du continent qui sera appelé l'Amérique, le Oba, l'empereur du Bini, donc l'empire le plus puissant de cette côte ouest africaine de la baie du Bénin, qui va donner son nom à cette côte et qui va donner des siècles plus tard son nom à notre pays, la République du Bénin, le Oba, l'empereur du Bini, va s'opposer à l'enlèvement de population de son royaume à travers des navires négriers portugais, puisqu'on est là au tout début du XVIe siècle, et ce sont les Portugais qui sont sur les côtes, et il va s'opposer justement à l'enlèvement des populations riveraines de son empire. Et suite à la poursuite de ces enlèvements, il va ordonner à l'armée du Bini, du Bénin, d'attaquer les navires portugais. Ainsi, il est documenté qu'en 1513, un navire négrier portugais fut attaqué, incendié, son équipage massacré, et une autre caravelle portugaise fut capturée et son équipage fut fait prisonnier.